Alors, bienvenue à tous et à toutes pour cette belle conférence sur Socrate, une conférence d'introduction. Ici Mathieu Martel de Montréal. Je salue nos auditeurs et auditrices de la France et du Québec. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur de philosophie, auteur et conférencier depuis maintenant une quinzaine d'années. Et je vous salue tous et toutes. Et aujourd'hui, je vais faire une petite présentation du personnage qui est Socrate. Et j'ai choisi, donc dans quel contexte je vais présenter cette conférence, j'ai choisi d'y aller de citations importantes qui proviennent de Platon. Donc, je vais d'abord contextualiser, vous présenter le personnage et vous dire comment peut-on savoir que Socrate a bien existé, mais je vais vous présenter quelques sources. Je fais une conférence d'introduction d'une heure. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, de voir ce qui s'est produit avant, allez sur ma page mathieumartel.com. Dans la section vidéo, on a toutes les belles conférences avec Vox Populi et d'autres informations aussi. Donc, Socrate d'Athènes. Hein? Qui, euh, qui était Socrate d'Athènes? Comment peut-on le connaître? Premièrement, je vais parler des sources. Les dialogues de Platon, qui sont au nombre de 36, font intervenir le personnage de Socrate. On appellera bien sûr, on dira de ces dialogues, les dialogues platoniciens, qui mettent en scène le personnage de Socrate. Donc, c'est le Socrate de Platon. Et Socrate est surtout présent dans les premiers dialogues. On sait que Socrate a été le maître philosophique et spirituel de Platon pendant 9 ans. Par la suite, on sait qu'on peut retrouver le personnage, la figure de Socrate, dans les textes de Xénophon, qui est à la fois un historien et qui a vécu, bien sûr, à Sparte, hein, contrairement à Platon qui était à Athènes. Et, comment dire, Xénophon a été le disciple de Socrate pendant 4 ou 5 ans. Il nous a légué des dialogues qui portent des noms intéressants. Le premier traité d'économie, donc l'économique de Xénophon, fait intervenir Socrate, les mémorables de Xénophon, ainsi qu'un banquet. Donc, on sait qu'il y a un banquet chez Platon, il y en a un aussi, c'est Xénophon. Comment Xénophon a rencontré Socrate? Écoutez, dans une ruelle ou dans une rue à Athènes, Socrate arrête Xénophon avec peut-être son bâton ou sa canne. Il lui dit, connais-tu un endroit pour aller chercher des vivres? Xénophon, il dit, oui, je vais t'emmener, Socrate. Et Socrate aurait répondu, selon la légende, moi, je t'apprendrai peut-être à vivre. Autre source où il est question de Socrate, cependant, cette source-là, qui est Aristote, ne l'a pas connu directement, mais Aristote fait certains commentaires dans ses ouvrages, qui sont surtout ses notes de cours, hein, parce que les ouvrages d'Aristote que nous avons, ce sont les notes de cours, et celles de Platon, ce sont ses ouvrages officiels pour grand public. On a des commentaires chez Socrate. Mis à part cela, on a le fameux texte d'Aristophane, qui est le poète comique, qui nous dépeint un Socrate, comment dire, un Socrate sophiste, qui est perdu, qui est en train d'observer les astres, perdu dans les nuages, qui a même une approche rhétorique. Donc, le Socrate dépeint par Aristophane est un Socrate comment dire, perçu comme étant un philosophe décrié, négatif. Mais nous, on va se concentrer. J'ai préparé cette citation. On va se concentrer sur la figure de Socrate qui est présente dans les dialogues de Platon. Si vous voulez un
un ouvrage d'introduction, je vous suggère Qu'est-ce que la philosophie antique, qui parle justement de cette figure de Socrate, de Pierre Hadot. Qui est Pierre Hadot? Professeur émérite au Collège de France, qui est décédé il y a quelques années, traducteur, spécialiste de Plotin, traducteur des œuvres de Plotin avec une équipe, bien sûr. Et Pierre Hadot est un commentateur qui connaît bien sûr le grec, le latin, etc., est un commentateur profond de grande traduction. Donc, c'est le texte auquel je vous invite. Si vous voulez commencer, et là je commence avec un petit préambule, si vous voulez débuter de lire un dialogue de Socrate, qui sera le dialogue par excellence, du début de l'Académie en 387 jusqu'à sa fermeture par Justinien en 529 de notre ère, je vous conseille, c'est un texte un peu difficile, mais c'était le texte initiatique dans l'école de Platon, l'Alcibiade de Platon, et tantôt, rappelez-moi, donc vous m'écrirez dans le clavardage, rappelez-moi de vous transmettre une des phrases par excellence qui est dans l'Alcibiade, qui représente, je pense bien, la philosophie socratique. Qui est le plus grand spécialiste de Socrate en Occident, dans l'Occident francophone? C'est Louis-André Dorion, qui a à la fois traduit Aristote, qui a traduit Platon et qui a traduit Xénophon. C'est un spécialiste de Xénophon, du Socrate de Xénophon. Donc, je vous invite aussi à lire le Socrate dans l'édition, la collection Que sais-je, de Louis-André Dorion, notamment, qui a été mon professeur pour plusieurs cours de philosophie ancienne. OK, commençons avec le portrait de Socrate. Merci à tous et à toutes d'être présents et présentes. Socrate d'Athènes, né en 429 avant notre ère, donc au 5e siècle, décédé en 399. Sa physionomie. Un homme trapu, de taille, petite taille, et on va y aller avec les 3 B pour, bien sûr, visualiser notre Socrate. La barbe, la besace, c'est-à-dire une espèce de toge un peu usée, et pourquoi pas avec un bâton de marche. Hein? Donc, barbe, besace et bâton, yeux exorbités, bedonnant, ah oui, peut-être que le bâton, je ne suis pas sûr, mais bedonnant, oui. Mais c'était un homme à la fois très résistant qui, après les banquets, semble-t-il, était le premier levé. Après ces fêtes où il y avait des femmes qui dansaient, des musiciens, où on discutait en buvant du vin, bien sûr, un vin coupé à l'eau, et où on discutait politique, philosophie, où il y avait des lectures de poèmes. Donc, Socrate était tellement solide et résistant qu'il était le premier à se lever. Il était toujours, au dire de Xénophon et de Platon, en maîtrise de lui-même. Alors, la vie de Socrate, que faisaient son père et sa mère durant la vie? Sa mère était sage-femme. Elle aidait les femmes à accoucher. On va voir que Socrate a retenu de sa mère l'aspect suivant, de faire accoucher les esprits par la pratique de la dialectique, c'est-à-dire un questionnement, une interrogation faite chez tout type d'individus dans la cité. Lorsqu'il allait à l'agora, Socrate questionnait, s'immisçait dans des débats, dans des discussions, et était celui qui posait la question suivante. C'est surtout la question fondée sur l'essence d'un sujet. Par exemple, qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que la vertu? Qu'est-ce que le bien? C'est drôle parce que des éditions chez Givrin, en France, je suis allé voir cette belle librairie philosophique qui est plus que centenaire. Il y a une collection qui s'appelle la collection que j'ai baptisée « Qu'est-ce que ». Qu'est-ce que la politique? Qu'est-ce que l'argumentation? Qu'est-ce que le bien?
Et c'est inspiré, selon moi, de Socrate, une super belle collection. Je reviens à mon sujet. Donc, Socrate pratique la dialectique sur la place publique, interroge les gens, on le baptise même, hein, c'est un raseur, c'est un emmerdeur, Socrate, on le baptise le ton dans la cité, c'est-à-dire celui qui vous pique, qui vous déstabilise. On l'a aussi baptisé la torpille, qui paralyse, hein, qui vous met dans l'embarras, parce que Socrate veut vérifier si le savoir que vous soutenez, les opinions que vous soutenez, sont bien fondées, solides, et si votre argumentation est bien ficelée, elle est bien cohérente et logique. Socrate, c'est celui qui dit, et ça sera mon premier point dans quelques instants, qui dit, de façon, c'est une stratégie bien sûr, qui dit que tout ce que je sais, virgule, c'est que je ne sais rien. Donc, il fait une forme de profession d'ignorance qu'on appellera l'aveu de l'ignorance de Socrate. Et cela lui permet justement d'interroger les gens qu'il va rencontrer sur son chemin, ses interlocuteurs. Socrate va dire, étant donné que je ne sais rien, laisse-moi donc te questionner sur ton savoir, sur tes affirmations, sur tes opinions. Donc, c'est une forme de stratégie, hein? Euh, donc, c'est l'ironie socratique qui se tisse à partir de cette affirmation. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, je feins ne pas savoir et ça me permet de pouvoir interroger, donc interroger mon interlocuteur, qu'on appellera la pratique de la dialectique, donc un enchaînement de questions et réponses dans le but de faire accoucher l'esprit à la vérité. Donc, j'ai dit que sa mère était sage-femme, son père était sculpteur. Donc, sculpteur de pierre, Socrate a bien sûr été initié, comme le veut la tradition, à ce métier de sculpteur. Il ne l'a peut-être pas pratiqué longtemps, ou peut-être même pas du tout. Mais il faut retenir quelque chose de l'aspect du sculpteur, hein. Le sculpteur veut tailler la pierre pour la rendre belle. Et peut-être que Socrate, par son approche, hein, voulait rendre les hommes, et peut-être certaines femmes, meilleurs. Donc, c'était le fameux sculpteur, hein, il voulait sculpter l'esprit. Et on se rappellera qu'un des principes de l'idéal grec, le fameux principe qui va comme suit, kalos kai agathos, donc le but chez les Grecs de l'éducation, c'est de rendre l'individu beau. Et bon, beau au niveau extérieur, au niveau du physique, donc on cultive à la fois la forme physique, l'hygiène, la santé du corps, on prend soin du corps, et on veut bien sûr former les âmes à travers l'éducation. On sait que l'éducation impliquait l'apprentissage des mathématiques, à la fois de la géométrie, ainsi que de la musique, de la littérature, et cette éducation grecque était fondée bien sûr sur les poèmes homériques, hein, l'Odyssée et l'Iliade. Voilà. Donc, Socrate va hériter de ce côté sculpteur de son père. Je le vois comme à la fois un accoucheur des âmes et un sculpteur, hein, des âmes. Le terme âme, qui est le principe moteur en chaque individu, qui est bien sûr la part rationnelle, mais qui fait aussi un lien avec la notion de vertu. Socrate est celui qui veut rendre l'être humain meilleur. Et là, je vais tout de suite vous amener la citation de l'Alcibiade. Il s'entretient dans un dialogue nommé l'Alcibiade. Il s'entretient avec Alcibiade. Il dit, Alcibiade, tant que ton âme tendra ou ira vers le meilleur, je continuerai à t'aimer. Donc, qu'est-ce qui est sous-entendu derrière cette position? C'est que Socrate veut rendre l'être humain meilleur et c'est par son questionnement philosophique en tant que philosophe de rue, philosophe itinérant, qui n'a pas vraiment de seul métier que d'être un philosophe, on dira soutenu par ses amis,
hein, et sa mission sera de détourner les gens des valeurs comme le pouvoir, la richesse et la renommée, hein, pour orienter l'être humain vers la pratique des vertus. Mais bien sûr aussi à se questionner à savoir qu'est-ce que d'être vertueux? Le terme au sens grec, c'est arêté, qui veut dire excellence, et on pourra dire excellence de l'âme. Quelles sont ces vertus? Quelles sont ces vertus pour les philosophes grecs? Donc, des vertus qui reviennent souvent. On a ça à la fois chez les cyniques, les stoïciens, chez Socrate, Platon, Aristote. Quand on parle de vertu, on parle de la justice, de la sagesse, de la modération et aussi du courage. Et Socrate, dans les premiers dialogues de Platon, tentera justement de se demander c'est quoi la vertu en général. Ses interlocuteurs nommeront les types de vertus, mais Socrate, c'est la quête, à savoir la quête de la définition. Qu'entend-on par vertu? Et une autre question qui sera propre à certains dialogues, c'est comment acquérir la vertu? Comment elle s'acquiert? Aristote se penchera aussi sur cette question-là dans l'Éthique à Nicomaque, notamment. Je reviens à notre Socrate, je l'ai décrit physiquement, j'ai parlé de ses parents. Il avait une femme, bien sûr. Il a eu 2 femmes, Myrto et Xanthippe. Xanthippe, c'est elle qui est la plus connue parce on parle d'elle dans les dialogues de Platon, une femme difficile, au caractère difficile, acariâtre. Mais Socrate, même s'il vit avec une femme difficile, il sent qu'elle contribue à sa mission. Parce que, d'une part, elle pousse Socrate à aller sur la place publique, philosopher. Et d'autre part, par son caractère difficile, Socrate dit, c'est comme une forme d'alchimie, si je peux me permettre le terme, elle aide Socrate à rester en maîtrise de lui-même, à rester concentré sur sa mission philosophique et à ne pas verser dans la colère et à ne pas, justement, perdre la maîtrise de lui-même. Xénophon dira de Socrate qu'il est à la fois d'une très grande résistance physique, d'une très grande maîtrise de lui-même et qu'il est aussi autarcique, au sens que ses désirs sont limités à un petit nombre et autarcique dans le sens qu'il a besoin de peu pour vivre. Hein. On l'a dépeint résistant. Socrate ne marche même pas avec des sandales. Il se promène nu-pieds. Et ce qui est intéressant de Socrate, c'est qu'il va inspirer à la fois, il va être l'inspirateur d'écoles philosophiques qui vont naître après lui. Je commencerai par en nommer certaines. Donc, l'école majeure, l'Académie de Platon fondée en 387, le lycée d'Aristote fondé vers les 347, si je ne m'abuse, ou 343, je ne suis plus sûr, et d'autres écoles comme l'école des Mégariques, l'école du Portique stoïcien, l'école stoïcienne, et même plus tard, Épicure va fonder son jardin en 307. Donc, Socrate est une figure tellement marquante qu'on dira de Diogène le cynique, pour l'associer à Socrate, qu'il est un Socrate devenu fou. OK? Et je veux dire par là que Socrate, la preuve de son influence philosophique, c'est que les mégariques, même Antisthène chez les stoïciens, sera fortement marqué par la présence de Socrate. Voilà. Donc, il aura à la fois des disciples majeurs comme Platon et Xénophon, mais plusieurs écoles seront fondées. On ira même au début du 20e siècle ou fin du 19e à parler des écoles pré-socratiques.
Donc, avant Socrate, pour vous montrer, euh, bon, c'est une expression que certains vont critiquer par la suite, donc certains spécialistes, commentateurs, philologues, tout ça, mais quand on parle des textes présocratiques, des fragments présocratiques, donc on peut voir que Socrate arrive à un moment charnière, c'est le philosophe qui incarne c'est le philosophe qui incarne, qui réfléchit sur l'être humain et non pas comme le faisaient les présocratiques sur les fondements de la nature. Car les premiers philosophes qu'on appelle les présocratiques, on pense à Xénophane, on pense, si je ne m'abuse du terme, à Xénophane, on pense à Thalès, à Héraclite, etc. Ils ont tenté de trouver un principe premier pour expliquer la naissance de l'univers. Donc, ils vont se détacher de l'explication mythologique des choses. Donc, imaginez, on a même nommé les premiers philosophes qui s'intéressaient aux sciences naturelles, aux sciences de la nature, on les appelait des fois les physiologues, on les a nommés les présocratiques. Et les écoles qui sont nées après Socrate, on les nommera les écoles post-socratiques. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai à dire d'autre de Socrate? Xénophon nous dit qu'il avait des qualités morales exceptionnelles. On sait que Socrate, la question du Socrate historique, Louis-André Dorion nous dit que pour les Grecs, obsédés sur cette question de Socrate a-t-il vraiment existé? Qui est le vrai Socrate historiquement? Louis-André Dorion nous dit que c'est une fausse question. Parce que c'est une question qui s'inscrit dans une vision historique, qui s'inscrit dans la perspective de l'historicisme. Voilà. Et pour lui, pour les Grecs, ce qui est important dans les dialogues de Platon ou de Xénophon, c'est avant tout le message et non pas d'être cohérent au niveau des faits historiques, au niveau chronologique. Ce n'était pas ce qui était important à l'époque, c'était vraiment le message. Et là, c'est drôle, je lisais récemment un texte d'Onfrey, qui est sa conversion à Lucrèce. Et je vais vous faire part de ça parce que c'est intéressant. Lorsque les historiens de la philosophie, comme Diogène Laërce de l'époque, lorsqu'ils déclarent, par exemple, qu'un philosophe est mort de telle manière, hein, souvent chez les historiens, on dit même que, par exemple, Lucrèce ou non, Diogène est mort de 3 façons différentes. Comment savoir quelle est la vraie manière dont est mort Diogène le cynique? On ne le sait pas. Donc, il y a peut-être une version qui est bonne sur 3. Mais dans la perspective antique, les 3 manières dont aurait pu mourir Diogène le cynique, ce qui est intéressant là-dedans, nous dit Onfrey, dans sa conversion à Lucrèce, nous dit c'est que chacune des morts est en lien avec la vie cynique. Je vais vous donner un exemple. Il aurait été attaqué par des chiens et dévoré par des chiens. Bon. Les cyniques, le terme cynique en grec veut dire, faire référence au terme kounos, qui veut dire chien, donc qui a du mordant, que l'agressivité du chien notamment. OK? Donc, ce n'est pas étranger à la philosophie cynique. Donc, les 3 exemples relatant de la mort de Diogène le cynique sont en lien avec la philosophie cynique. Tout ça pour vous dire que l'important, c'était cette cohérence, hein, donc entre gestes et paroles. Donc, Diogène serait mort en adéquation avec les principes de sa philosophie, ou serait mort pratiquement en lien avec les fondations de sa philosophie. Je reviens à Socrate. Donc, j'ai parlé de sa mère, son père, sa femme. Il avait aussi des enfants. Comment s'assurer de l'âge des enfants? Louis-André Dornion nous dit que Platon emploie le terme néanias ou néanios, qui veut dire petit enfant. Socrate aurait eu
des enfants en bas âge. Donc, on voit ça dans le dialogue de Platon notamment. Si vous voulez, je vous invite à lire ceux-ci. L'Apologie de Platon qui est souvent jumelée avec le Criton. L'Apologie, c'est la défense que fait Platon de la condamnation de Socrate. On parle de ce qui s'est passé à l'Assemblée quand une assemblée l'a condamné à boire un poison, la ciguë. Et dans le Criton, on a son ami Criton qui va voir Socrate à la prison, où Socrate attend sa sentence, attend son exécution. Et dans ces dialogues-là, il est dit, si je ne m'abuse, je peux faire quelques erreurs bien sûr, que les enfants de Socrate ne sont pas bien sûr à la rencontre, à la dernière rencontre qu'il a eue avec ses amis philosophes. Platon n'est même pas là à sa dernière rencontre. Les enfants ne sont pas là et sa femme n'est pas là parce que Socrate ne voulait pas vivre parmi les pleurs, etc. Il voulait demeurer rester avec ses amis pour ses derniers moments. Et on dit que ses enfants sont de jeune âge. Mais est-ce que Socrate a fait d'autre chose que d'être philosophe? Oui, il a été un hoplite, donc un combattant. Il a même sauvé la vie, supposément, de Xénophon, possiblement d'Alcibiade. Il a fait des campagnes militaires. On sait que pour être citoyen en Grèce, donc à Athènes notamment, il fallait faire son service militaire, son éducation, entre 18 et 21 ans, et servir la cité en cas de guerre contre les cités voisines ou contre les Perses, etc. Socrate aurait servi à au moins 3 campagnes militaires. Que sait-on d'autre de Socrate? Oui, il ne travaillait pas, il était supporté par ses amis, mais il était aussi, comment dire, philosophe itinérant, père de famille, combattant hoplite. Et là, il faut bien comprendre qu'à l'instar de Jésus qui viendra plus tard, n'a rien laissé comme écrit. Donc, les témoignages au sujet de Socrate nous ramènent au dialogue de Platon, aux commentaires qu'aurait fait Aristote dans ses écrits, au dialogue de Xénophon, mais aussi au fameux texte de 423, les nuées d'Aristophane, qui n'ont pas aidé, semble-t-il, à la condamnation Socrate et à dépeindre Socrate comme étant un sophiste qui vivait dans les nuages et qui tentait d'être un maître d'éloquence, de rhétorique et de manipuler les raisonnements, de faire du raisonnement le plus faible le plus fort et de faire du raisonnement le plus fort le plus faible. Ce sont nos sources. Mais il y a autre chose aussi, les fragments des fameux logoi socraticoi. C'est quoi ces logoi socraticoi? C'est des dialogues, et ça c'est intéressant, c'est les dialogues, comment dire, écrits à la forme qui impliquent Socrate, donc des dialogues socratiques. On a plusieurs types de fragments à ce sujet, je pense plus de 70 fragments différents qui montraient qu'à l'époque, on pratiquait, via l'écriture, on pratiquait les dialogues socratiques inspirés de Socrate. Alors, comment est mort Socrate? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours si on se fie au Criton de Platon? Je vous suggère bien sûr d'aller vous chercher. Il y a des beaux dossiers dans les éditions GF. Donc, je vous suggère d'aller lire le Criton et l'Apologie avant, dans le format Garnier-Flammarion, avec plein de beaux dossiers, traduits par un Québécois, donc Luc Brisson. On a beaucoup de Québécois. Donc, on pense à Georges Leroux qui a traduit, bien sûr, La République. On pense à Luc Brisson qui est un grand helléniste, commentateur, traducteur de Platon qui vient de Saint-Esprit. Qu'on pense à
Richard Goulet aussi, qui s'est occupé qui a fait des textes, des commentaires, qui a recensé aussi une bibliographie majestueuse de Platon notamment, et qu'on pense à Louis-André Dorion. Donc, il y a beaucoup de Québécois qui ont réfléchi sur les textes de Platon. Donc, voilà. Comment est-il mort? On nous dit bien sûr comment dire? On nous dit dans le Criton que Socrate aurait proposé une condamnation. On a condamné Socrate pour les raisons suivantes. On a dit qu'il aurait corrompu la jeunesse. On nous a dit qu'il aurait cru à un dieu personnel qu'on nommera le daimon, sa conscience profonde, son dieu intérieur, et qu'il aurait renié les dieux de la cité. Donc, il y a un vote qui s'ensuit. On a trois personnages, trois individus qui veulent le condamner à mort. Anitos, Mélétos et un dernier. Et on lui propose d'abord à Socrate de choisir sa peine. Socrate est un petit peu arrogant en disant, comme les grands hommes d'État, les grands athlètes, les grands vainqueurs au concours de poésie ou de théâtre, je vais être nourri aux frais de l'État. Ça passe pas. On le condamne à boire le poison, un poison mortel qu'on appelle la ciguë. Et finalement, Socrate va prendre ce poison mortel-là, mais en étant confiant qu'il y a une certaine vie après la mort, en étant confiant d'avoir fait le bon choix. Il n'a pas accepté le fait d'être déporté en Thessalie. Il n'a pas accepté le soutien, notamment de ses amis qui auraient pu acheter, bien sûr, les juges ou quoi que ce soit, disons, payer la défense de Socrate. Socrate s'est même défendu lui-même et il a été condamné à boire ce poison paralysant. Donc, qui paralyse les membres inférieurs, qui va bien sûr ensuite paralyser les fonctions respiratoires et cardiaques. Et Socrate s'éteint serein, donc entouré de ses amis. Platon n'est pas là. Dans les dialogues de Platon, il est dit que Platon était peut-être malade, peut-être trop triste, peut-être trop éprouvé pour vivre cela. Il n'est pas là et Socrate est confiant. Il est confiant parce qu'il croit à une vie après la mort et il a même acquitté ses dettes en disant « Nous devons un coq à Esculape, au dieu Esculape, au dieu de la médecine. » Et là, il y a eu toutes sortes de réflexions autour de cette affirmation-là chez Nietzsche. Qu'est-ce que ça veut dire « Nous devons un coq à Esculape » ? Et on sait que Nietzsche sera très dur envers Socrate, le dépeindra comme un décadent, etc. Donc, il y a même une réflexion qu'on pourrait appeler le Socrate de Nietzsche, sur le Socrate, excusez, une grosse réflexion que Nietzsche a fait sur le Socrate, sur les Socrates de Platon et de Xénophon. Et certains de mes collègues présentent la vision de Nietzsche sur Socrate aussi dans le cours comme une autre type de vision qu'on pourrait explorer. Donc, il est condamné à boire la ciguë et il ne veut pas commettre l'injustice. Il sait qu'il a été victime d'une injustice, mais une de ses citations importantes dans Platon, il ne faut jamais répondre à l'injustice par une autre injustice. Socrate se dit qu'il a été un citoyen vertueux, qu'il a servi sa patrie, refuse d'être extradé, refuse d'acheter, comment dire, de contester sa peine, etc., et meurt comme un martyr. Ça inspirera plusieurs figures. Il est mort pour ses idées, car il a cru être juste toute sa vie. Et il va s'éteindre en 399 à l'âge de 70 ans. Il y a plusieurs interprétations. Chez Xénophon, on dira « Ah, Socrate était devenu vieux, donc il n'avait plus rien à perdre. »
Il y aura des interprétations qui se sont faites en ce sens. On pourra même se poser la question, Socrate est peut-être mort pour ses idées, mais est-ce qu'il se serait suicidé? Donc, ça laisse toutes sortes d'interprétations possibles à ce sujet. Mais revenons à nos citations. Je vous ai dit que je vous parlerais de citations. Ça sera la deuxième partie de ma présentation. J'espère que ça vous donne le goût d'aller lire les dialogues de Platon, d'aller lire Pierre Hadot. Une de ces citations majeures qui est présente dans l'Apologie, je fais tout le temps travailler que je travaille avec mes élèves, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Pensez-y, une vie sans examen n'est pas une vie qui a de la valeur. Il est important de vivre cette expérience qu'est l'examen pour que nous puissions dire que notre vie a de la valeur. Soyons socratiques, posons-nous la question, mais dans quel sens entendre ce terme? Là, je n'ai pas le texte grec devant moi, mais en français, il est dit le terme, donc dans cette phrase, c'est le terme examen qui est le plus important. Mais qu'est-ce qu'un examen? Y a-t-il plusieurs types d'examens que nous pouvons passer? Qu'est-ce qui est commun à tous les examens que nous passons? Y a-t-il plusieurs sens au terme examen? Voilà les questions auxquelles Socrate nous convie. Mais qu'est-ce que Socrate entend dans cette phrase lorsqu'il dit « Une vie sans examen n'a pas de valeur ». À quoi pouvons-nous associer ce terme examen? Donc, nous avons passé tous et toutes des examens médicaux, des examens de conduite, des examens de compétences, des examens, quelquefois, on se prépare pour une audition, hein? Donc, des examens, des concours vocaux, des auditions en théâtre, des examens à la fois théoriques et pratiques. Mais dans quel sens entendre le terme examen? Quelle occurrence? Donc, si on va chez Socrate, Socrate nous invite à examiner notre manière de vivre. Ce qui le fera poser une question importante, je crois, dans le Gorgias. Comment devons-nous vivre notre vie? Y a-t-il plusieurs genres de vie? On sait que chez les anciens, il y avait la vie orientée vers les possessions matérielles, la vie orientée vers les plaisirs, la vie orientée vers les honneurs. Mais la vie philosophique, elle est basée sur l'observation, sur l'analyse, sur la remise en question de nos actions, de nos comportements, de nos décisions. Pourquoi allons-nous dans cette direction? Pour quelles raisons suivons-nous le chemin A? Pourquoi suivre le chemin A plutôt que le chemin B? Donc, Socrate nous pousse à examiner nos décisions et à nous demander quel genre de vie est importante pour nous. Hein? Donc, dans quelle direction, dans quelle manière de vivre. Ça sera la thèse de Pierre Hadot et de Daniel Desroches qui s'interrogeront sur le genre de vie. Il dira que la vie philosophique est un genre de vie et que les écoles de philosophie anciennes sont des écoles philosophiques à la fois théoriques, mais aussi pratiques. Les stoïciens, les épicuriens, les cyniques, les sceptiques, l'école aristotélicienne, le lycée de Platon, ce sont tous et toutes des écoles orientées de manière différente sur des principes tout à fait différents, mais dans les quatre écoles, et n'oublions pas Aristote, il y a cette notion qui est propre à Socrate, le questionnement sur l'éthos, sur l'éthique, sur le bien. Qu'est-ce que bien vivre? J'ai étudié avec nous avons étudié, moi et mes étudiants, nous avons réfléchi sur le Criton de Platon
Et une des citations importantes du Criton, où Socrate déclare la citation suivante, donc le propos suivant. Il déclare que l'important n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Donc, qu'est-ce qu'on entend par vivre? Simplement survivre, subvenir à ses besoins essentiels. Oui, c'est important. Travailler, occuper un métier qui nous inspire, oui, c'est important, mais la vie, ce n'est pas simplement travailler, survivre, mais se poser la question de l'éthique. Qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce que bien vivre? Pourquoi être vertueux? Mais avant tout, qu'est-ce que la vertu? Comment s'acquiert la vertu? Quelles sont les vertus? Donc, Socrate va vraiment, c'est le philosophe qu'on pourrait dire qui a fait naître la réflexion sur l'éthique, parce qu'il réfléchit sur le comportement humain, sur l'agir et sur ce qui justifie certaines actions ou certaines décisions. Revenons à une autre importante citation qui était un des principes, bien sûr, majeurs. Donc, sur le fronton du temple dédié à Apollon à Delphes, il y a le fameux Gnausi Seaton, le fameux Connais-toi toi-même qui était sur le fronton. On allait interroger la Pythie de Delphes, qui était une femme âgée entre 20 et 40 ans, qui n'avait pas connu d'homme, qui était une prêtresse de Delphes, donc qui était assise sur un trépied, et derrière elle, il y avait des effluves telluriques qui émanaient du sol. Et ces prêtresses-là, supposément, mâchaient des feuilles de laurier ou d'autres types de feuilles pour les mettre dans un état de transe et on allait les interroger. Des prêtres faisaient l'interprétation des paroles énoncées par la Pythie. Puis il fallait bien sûr réfléchir à nos questions. C'est une forme de divination. On allait questionner au temple dédié à Apollon les prêtresses de Delphes. Et on devait se préparer, comme un autre des adages grecs importants, rien de trop, on devrait réfléchir en tant que mortel à nos questions pour que les questions soient précises. Et la prêtresse de Delphes allait nous répondre de manière oblique. C'est ce qu'un fragment d'Héraclite nous dit. La prêtresse de Delphes ne dit ni oui ni non. Elle signifie. Donc, on arrive avec une question pour bien sûr comprendre notre vie et notre destin. Et la prêtresse ne va jamais répondre oui ou non à notre question. Elle va symboliser quelque chose, donner une réponse obscure, oblique, qu'il faudra déchiffrer. Mais revenons à Socrate. Socrate nous pousse avec cette citation qui va revenir dans le dialogue de Platon, l'apologie. Il va souligner l'importance de partir à la recherche de soi-même, cette quête de l'être. Hein, c'est une injonction. Connais-toi toi-même. Pars à la recherche de toi-même, par toi-même, en tant qu'être rationnel, en tant qu'être, capable de réfléchir, de se questionner sur ton être profond, pars à cette recherche primordiale qui, hein, nous avons beau pratiquer un métier, développer des relations, subvenir à nos besoins fondamentaux, économiser pour le futur, pour l'avenir, mais l'important, la grande question, c'est la question dont je parle dans un de mes livres, L'appel de l'être, c'est la quête de soi-même. Et c'est présent dans le dialogue de Platon qui s'intitule L'Alcibiade. S'interroge à savoir, c'est quoi le fameux soi-même, hein, qui est lié à cette quête de soi-même. De quoi parle-t-on
lorsque nous parlons du soi, du soi-même en lui-même? Ça, c'est la question de l'Alcibiade, qui est une grande question métaphysique. C'est drôle, ça recoupe quand même des textes aussi de la tradition de Shankara. Donc, de la tradition de la non-dualité indienne. Mais on sait que Platon, ça vient avant, mais c'est présent ce questionnement-là. Mais certains diront, oui, mais les textes de Platon ont peut-être été influencés aussi par des traditions indiennes qui viennent avant Platon. J'ouvre la parenthèse. On continue. Autre citation importante, on ira avec des questions par la suite. Ah ah. Si le Dieu le veut. Ah ah. Socrate va souvent s'exprimer dans ses dialogues en disant, je vais peut-être aller discuter avec un de mes amis, si le Dieu le veut. On se revoit la semaine prochaine, si le Dieu le veut. Mais quel est ce Dieu auquel réfère Socrate? C'est son daimon. Socrate écoute une forme d'intuition profonde, sa conscience morale, il attend la permission ou la levée d'une certaine interdiction que pourrait faire le daimon, son Dieu intérieur. Et on sait que Socrate a été condamné pour cet usage, cette écoute du daimon. C'est drôle, les Grecs sont polythéistes. On dit Socrate, parmi les chefs d'accusation, on t'accuse de croire à un Dieu personnel, mais dans l'apologie, cet argumentaire-là est tout de suite démonté parce que si Socrate croit au daimon et écoute le daimon, qui est un Dieu, comment peut-il être déclaré impie et de ne pas croire au Dieu de la cité si le daimon est un des dieux? Dans la perspective polythéiste, tout ça, ça ne fait aucun sens et Platon le démontre bien dans l'Apologie. Voilà. Revenons à une autre citation, le fameux. Donc, aujourd'hui, on touche, on survole certaines citations présentes souvent dans le dialogue de Platon. Je n'ai pas les textes de Xénophon avec moi, mais il y aura sûrement des citations. On dépeint un Socrate un peu différent chez Xénophon. À part de ça, voilà. Ceux qui désirent le moins de choses sont les plus près des dieux. Et là, on fait référence à la notion d'autarcie et de maîtrise de soi. Savoir, Socrate est le personnage qui a besoin de peu de choses pour vivre. Un, il ne travaille pas. Deux, il porte des vêtements sobres. Il se promène même nu-pieds, quelquefois dans la neige. Il est résistant comme pas un à l'alcool lors des banquets. Il va au front. J'ai oublié de vous dire qu'un hoplite, hein, c'est un guerrier qui va au front, qui a acheté son propre équipement. Il a peut-être son épée, son bouclier, son plastron, ses genouillères. Il est fort courageux. Il n'a pas peur de la mort. Et Socrate était l'individu qui était capable de vivre avec peu de choses. Et ça nous ramène à une autre citation, hein? Je suis riche de tous les biens dont peux me passer. Hein? Et plus, c'est drôle parce qu'on a ça chez Épicure, on a ça chez d'autres philosophes qu'on appelle l'assimilation au divin. On a ça chez la plupart des philosophes et même chez les présocratiques, ce lien avec le divin est présent et pour Socrate, ça passe, notamment chez le Socrate de Xénophon, par le fait que le philosophe a besoin de peu de choses, a réduit ses désirs. On a ça chez Épicure également. On a ça chez Épicure lorsqu'il dit que, c'est intéressant et selon moi, c'est d'inspiration socratique, lorsqu'il dit que pour être heureux, il faut s'en remettre aux désirs naturels nécessaires seulement
qu'est-ce qu'il met dans la catégorie des désirs naturels nécessaires? Le fait de pratiquer la philosophie, le fait de côtoyer des amis, cultiver des amitiés philosophiques, et le fait de réduire ses désirs pour la survie du corps à l'essentiel. Donc, manger des repas nourrissants mais légers, on pourrait dire avoir une alimentation frugale, s'occuper de l'hygiène du corps, de subvenir à ses besoins primaires, donc se loger, se nourrir, se vêtir. Et on en a besoin de très peu pour être heureux. La vie philosophique, l'amitié, la collégialité où on collabore, on s'entraide, mais aussi où on discute philosophie, et de réduire ses désirs à l'essentiel. D'éviter, on a ça chez Épicure, parce que je fais d'éviter les désirs naturels non nécessaires en étant modéré au niveau de la fête, au niveau de la sexualité, au niveau de la gastronomie, et de laisser tomber. Et ça, on a ça aussi chez le Socrate de Platon, de ne pas se soucier nécessairement de l'accumulation des richesses, de ne pas se soucier de viser la gloire et la renommée et le pouvoir. Et on sait que Socrate a tenté, et là, si vous allez lire le texte de l'Alcibiade, Socrate a tenté d'aider Alcibiade de revenir sur la voie philosophique, mais on apprendra par l'histoire qu'Alcibiade n'a pu développer les qualités et les vertus philosophiques soutenues par nos philosophes, car il a bien sûr trahi Athènes et n'a pas été capable d'être maître de ses passions, maître de lui-même. Hein? Donc, les concepts de maîtrise de soi, enkrateia chez Xénophon, n'étaient pas présents chez Alcibiade. C'est pour ça qu'à la fin de l'Alcibiade, Platon souhaite que Alcibiade tende vers l'amélioration de lui-même et connaisse qu'est-ce que qu'il tende vers la vraie connaissance de soi. Merci tout le monde. On va y aller maintenant avec une période de commentaires, de questions. Alors, c'était une... Je termine là-dessus, les amis. Je vous laisse parler par la suite, entendre vos commentaires. C'est une introduction à Socrate faite d'une manière inspirée, inspirante et vivante. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a donné le goût d'aller un peu plus loin. Ce n'était que mon intention aujourd'hui de vous donner le goût d'aller lire les dialogues de Platon, de Xénophon, d'en savoir plus sur Socrate et de vous lancer dans cette aventure philosophique. Vous pouvez aussi aller lire le fameux Les Lettres à Ménécée d'Épicure dont j'ai parlé. Je vais en profiter pour vous saluer tous et toutes. On va y aller avec les commentaires. Wow, on est très nombreux aujourd'hui. Merci à Vincent, Marco, Geneviève, Karine, Lydia. Merci aussi à William, Cathy, Richard, Dominique, Daniel, Yolande, Marie-France, José, Guillaume, Martin, merci d'être là. Diane, merci à Jean aussi pour l'invitation. Merci à Gidel également. S'il y en a qui ont des commentaires, des questions, je vous écoute pour cette petite période de questions. Ne vous gênez pas, levez la main ou on va écouter Guillaume. Salutations à Guillaume. Oui, salut. En fait, moi, j'ai une petite question, là. C'est ça, je ne suis pas un expert là, de la philosophie antique, mais c'est fou, et pendant ta présentation, à quel point il y a des parallèles avec tu sais, la philosophie bouddhiste. Puis, c'est ça, je me demandais, tu sais, je sais que tu sais, Siddhartha Gautama, il était quoi, mettons, moins 600 avant Jésus-Christ, puis tu sais, c'est quasiment un peu dans le même temps. Socrate est un Mhm. peu après. Oui. Est-ce qu'il y a des études qui a eu, tu sais, qui a eu qui ont démontré des parallèles entre des philosophies, justement, tu sais, ben, le bouddhisme, puis la philosophie antique, parce que, tu sais, quand tu lis, justement,
Diogène ou Épicure, Hmm. ou il y a plein, tu vois que justement, tu sais, on dirait que c'est quasiment la même affaire. Ben, je trouve, là. Je vais Je- répondre merci Guillaume pour ta question, ton commentaire. Je vais répondre. Oui, il y a eu des tentatives chez des commentateurs, des spécialistes à rapprocher. euh, la- c'est qu'il n'y a pas eu de rapprochement direct. On aurait aimé ça. Il y a un historien qui aurait aimé ça, de voir un rapprochement entre la Grèce et l'Inde de façon directe, mais on a certaines traces, puis il y a des gens qui s'intéressent à ça, philosophie grecque et l'Inde. Je pense à Guy Bugeaud notamment, qui me vient à l'esprit. Et je vais vous donner juste une petite anecdote vraiment intéressante. C'est que Diogène, pas Diogène, mais Pyrrhon d'Hélice a accompagné avec d'autres sages, dont Callisthène, qui était le neveu d'Aristote, sur les bateaux, est allé en Inde avec Alexandre le Grand. Donc, Pyrrhon s'en va en Inde. Ils ont rencontré ce qu'on appelle les sages nus, les gymnosophistes, dont je pense que c'est Calus et Dandanis qui, écoutez, quand on vu Alexandre habillé de façon noble avec ses bottes et tout, eux qui étaient des sages nus, ne comprenaient pas la situation. Et il y a eu des rapprochements. Donc, un des philosophes grecs, puis vous pouvez lire là-dessus, c'est le cynique Pyrrhon d'Hélice qui est allé en Inde avec Alexandre rencontrer les gymnosophistes. Et la fameuse l'âge axial, je ne me rappelle plus c'est qui avait parlé, qui avait signifié cet âge axial-là, Lao Tzu, Bouddha, pardon, Pythagore. Comment se fait-il qu'on ait eu tant de grands sages au 6e et au 5e siècle avant notre ère, euh, toute tradition confondue, qu'on parle de philosophie orientale, chinoise, etc., qui avait soulevé cette notion d'âge axial? Est-ce que c'était Mircea Eliade? Est-ce que c'était d'autres commentateurs et analystes? Est-ce que c'était, je ne me rappelle plus des autres noms, mais on a soulevé cet âge-là axial. Donc, c'est très étonnant qu'on ait eu plein de sages hein, à cette époque-là. Mais il y a des études, si vous allez, philosophie chinoise, les influences, parce qu'on sait que Pythagore, Platon ont fait des voyages et qu'il y a eu bien sûr des contacts avec la philosophie indienne. Et l'âge axial, nous dit Richard, c'est Karl Jaspers. Merci, Richard, dont le nom de famille, hein, Calestagne, est près de Callisthène, le neveu d'Aristote. Donc, je fais un petit clin d'œil là-dessus. Fait que voilà, Guillaume, il y a des études. Il faut rechercher philosophie grecque et philosophie indienne, bouddhiste, peut-être. Il y a vraiment des champs d'exploration et certains Français se sont penchés là-dessus et peut-être aussi d'autres chercheurs américains, anglais. J'ai quelques fois fait des lectures dans le passé à ce sujet. Merci, Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions pour terminer notre rencontre? On nous reste encore un petit peu de temps sur le point. Et est-ce qu'il y a d'autres commentaires face à cette rencontre qui était le but de nous donner le goût de découvrir? Et j'écoute Martin. Martin, je t'écoute. Oui, merci. C'était intéressant, c'était très intéressant. Mais tu as parlé de la philosophie pré-socratique et de la philosophie socratique, comme quoi toutes les deux s'étaient libérées des mythes, si j'ai bien compris. Pas tout à fait, parce que les pré-socratiques restent quand même en contact avec l'aspect de la divinité. Mais ce que je voulais dire, c'est que une de leurs motions ou de leur direction, c'était de tenter d'expliquer euh, les principes, le principe, en grec, on appelle ça l'arché, les principes moteurs de l'univers, mais certes, ils étaient des êtres religieux, tout à fait, liés au divin, mais c'est un début de tentative d'explication rationnelle euh, concernant les sciences de la nature.
OK, donc les post-socratiques et Socrate y compris, ça a été une radicalisation de ce qui avait déjà été entrepris chez les présocratiques. Est-ce qu'on peut Ben, comprendre ça ouais, mais comme ça? c'est chez les post ben, quand on regarde Aristote, Platon, ils sont intéressés bien sûr à la raison puis à la quête de connaissance. Chez Platon, on va utiliser souvent des allégories puis des références aux mythes. On a le beau livre de Luc Brisson qui traite les mythes chez Platon. On sait que Platon s'accroche aux mythes et valorise l'explication, l'importance des mythes, mais qu'est-ce qu'on a chez Aristote? Chez Aristote et Platon, c'est bien sûr le début de l'épistémologie, d'une réflexion sur la connaissance, la vérité. Mais chez Socrate, on a ça, mais en tant que philosophe itinérant, qui s'intéresse davantage à l'être humain que ce qui se passe sous ses pieds et qui se passe dans le ciel, OK? Et Socrate, c'est vraiment le philosophe qui, qui incarne une philosophie pratique, mais où il va pratiquer, bien sûr, le questionnement philosophique profond. On va dire que Socrate va réfuter les opinions qui sont présentées devant lui, va vérifier si c'est factuellement bien solide, bien fondé, est-ce que c'est logique ce qui est dit. Et Socrate, c'est vraiment le questionnement sur, mais là, on parle des vertus, on parle d'être vertueux, mais est-ce qu'on s'est demandé ce que veut dire de façon essentielle ce dont on parle? Est-ce qu'on peut s'entendre sur le sujet de notre discussion? Lorsqu'on parle d'un être courageux, qu'est-ce qu'un individu courageux avec ses caractéristiques fondamentales? Donc, c'est vraiment le questionnement sur l'essence de l'usage des valeurs ou des mots. On a ça chez Socrate. Puis on a quelqu'un aussi qui incarne vraiment des vertus, le courage, l'être juste, la personnalité qui est maîtrise de lui-même, euh, l'être, l'être qui va privilégier presque l'amitié, la vérité, et ça sera la parole d'Aristote qui va dire je privilégie la vérité avant l'amitié, mais Socrate, c'est l'être qui cultive les amitiés, mais qui oriente vraiment sa réflexion sur le savoir fondé, même s'il prétend ne rien savoir lui-même. Donc, c'est sa profession d'ignorance. Est-ce que ça va, Martin, pour l'éclaircissement? Je vais de manière spontanée. Ce que je retiens, c'est que Oui, avec Socrate et ceux qui l'ont suivi, ça a été d'aller au fondement des choses et qu'il n'y ait plus de doute possible ou presque plus, tandis que les présocratiques laissaient planer un doute et faisaient peut-être intervenir du mythe oui, bien, ouais. sans être catégorique comme ça, donc les philosophes qui viennent après Socrate vont fonder des écoles, des manières de vivre et de voir. Quand on pense à Épicure, qui est inspiré notamment de Démocrite, parce que Épicure croit que tout est matière, et Démocrite, c'est le fondateur de la théorie atomiste des choses. On a des écoles, des manières de vivre tout à fait différentes ce sont des petites écoles qui vont naître, mais tout ça dans le but de ce que dira Pierre Hadot, de se fonder dans une Grèce totalement en décadence, en perte de repères politiques et morales. Donc, on va tenter de se fonder une citadelle intérieure pour passer à travers les difficultés de la vie, parce qu'on ne peut plus se fier à la vertu des êtres qui dirigent. On ne peut plus se fier aux institutions. Il y a une forme de décadence dans les mœurs. Donc, ces écoles-là vont davantage se replier sur l'être humain. Mais là, j'y vais avec une interprétation assez vaste. Là. Ça mériterait bien sûr toutes sortes d'études, mais c'est un commentaire du moment. Est-ce qu'il y a un autre? Merci Martin. Est-ce qu'il y a un autre commentaire avant qu'on se salue? Et je vais dire à Jean, ça serait bien peut-être de se revoir un peu plus tard pour un autre entretien. Peut-être, je vais prendre une petite pause, peut-être à la mi-janvier. Ça serait peut-être intéressant. On remercie Jean pour l'invitation aujourd'hui. Puis peut-être se revoir pour un autre sujet. Puis je voulais remercier
nos auditeurs et nos auditrices de la France, du Québec, de Montréal, de la Rive-Nord, de la Rive-Sud. Merci d'avoir été présents et présentes. Et si vous voulez réécouter nos autres rencontres, n'hésitez pas à aller sur la chaîne voxpopuli.tv. On a 13 autres rencontres conférences. Et ceux qui veulent me voir en rencontre en présence, ça sera le 1er décembre prochain.